Quelques mots pour conclure ces travaux. Je veux de nouveau, évidemment, saluer le président sortant, Rémi Pauvros. 12 années, je n'étais plus tout à fait sûr tout à l'heure en arrivant de la date à laquelle tu avais pris ces fonctions, 2012. 12 années que tu as marqué de ton empreinte d'une manière très importante, indélébile. Je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire en CA, j'ai beaucoup appris auprès de toi. Et je veux dire que je suis très heureux de savoir que tu continueras à être au conseil d'administration et que j'aurai l'occasion de continuer à apprendre auprès de toi. Il y a une première chose qu'il faudra que j'apprenne à tes côtés et que tu fais de manière remarquable, c'est connaître personnellement chacune des personnes qui sont ici, chaque membre du CA. Je le disais tout à l'heure, moi pour l'instant j'identifie des fonctions. Il va falloir que je mette des noms, des visages et des histoires personnelles sur chacune de ces fonctions. Ce sera beaucoup plus agréable et je suis impatient de créer ces relations individuelles, sans doute amicales, avec chacune et chacun. J'ai salué tout à l'heure, il est parti maintenant, le représentant du conseil régional. Mais je le dis devant toi, cher Arnaud, je pense qu'il est important que notre FHF garde des liens avec toutes les grandes collectivités et que nous travaillions en dialogue, en bonne entente, que ce soit avec l'échelon régional, départemental ou le bloc communal. Je salue évidemment Martine Lefebvre, représentante de la CRSA. Merci de votre présence à nos côtés. J'ai manqué à mes devoirs en ne saluant pas tout à l'heure le représentant de la FEAP. C'est vrai que nous ne sommes pas la même fédération, ce n'est pas le même statut, vous n'êtes pas strictement public, vos établissements sont largement associatifs, mais je crois que nous partageons les mêmes valeurs, la même vision de la santé, et nous pouvons nous retrouver sur beaucoup de choses. Il est donc important que vous soyez présents. Je tiens à dire devant Arnaud Robinet, et je crois que c'est toujours le cas, que le représentant, je crois que c'est l'animateur régional de la FHF nationale est présent à nos côtés, il est là dans la salle, et je l'en remercie. Thierry Gébel. Exactement, voilà, tout à fait. Merci à Thierry Gébel, qui est aussi du Grand Est. Donc c'est une qualité supplémentaire qu'il faut lui reconnaître. Voilà. Tout à fait. En prenant ces fonctions et devant le président national, dont j'ai apprécié les propos, je voudrais commencer le mien en disant que fondamentalement, j'ai le sentiment que mon rôle, notre rôle, c'est d'abord celui de défendre. D'abord défendre l'hôpital public. Le défendre tout simplement parce que il est, ne serait-ce que cela, le cœur du système. Au fond, c'est ce que la réforme Debré de 58-59 a mis en place en affirmant que l'hôpital public est le cœur à la fois de la formation des médecins, de la recherche et très largement de l'innovation. Et n'oublions pas, parce que je pense aussi que ça fait partie des critères qui participent à son attractivité. Son attractivité n'est pas forcément aujourd'hui salariale. Il peut y avoir une crainte à travailler dans l'hôpital public par rapport à la charge de travail, au stress quotidien. Mais cette richesse de la formation, de l'innovation et de la recherche est un socle qui lui appartient. L'hôpital public est le socle du système, aussi peut-être encore davantage, parce que, surtout depuis la fin de la permanence des soins en ville, il y a une vingtaine d'années, mais les effets se sont fait sentir progressivement, il est le seul et le dernier endroit où on soignera toujours, à toute heure du jour ou de la nuit, où la lumière ne s'éteint jamais. Rémi Pauvros a eu l'occasion de me dire, dans tout ce discours aujourd'hui sur les déserts médicaux, et quand on dit en France, presque toute la France est un désert médical, Rémi m'avait dit non, quand il y a un hôpital, même un hôpital de proximité, on n'est pas dans un désert médical, parce que la porte sera toujours ouverte, et il y a un endroit où on peut pousser la porte pour se faire soigner. Alors c'est à la fois une chance et un défi, une exigence pour nos hôpitaux. Quand je prends simplement l'hôpital de Douai, celui que je connais, où nous avons des urgences qui, au début de ce siècle, accueillaient 24-25 000 personnes, qu'on a dimensionné à 40 000 pour faire large, pour avoir de la marge, et qui aujourd'hui tangente les 70 000 entrées aux urgences, dont 90% en non programmés et 70% qui ne montent pas dans les étages. On se rend bien compte que l'hôpital est aujourd'hui le déversoir de tout un ensemble de demandes de soins non traitées, auxquelles on ne trouve pas de réponse ailleurs, et qui trouvent une réponse à cet endroit-là. Ce n'est pas seulement l'endroit où on peut à tout instant rentrer, mais c'est l'endroit, l'acteur du système de santé qui ne refusera personne. Et là encore, je reprends les mots de Rémi Pauvros tout à l'heure, l'accès aux soins pour tous, sans condition, toujours, c'est la valeur ajoutée, c'est l'honneur de l'hôpital public. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par les uns et par les autres, et notamment par Arnaud Robinet sur l'AME. Un bon nombre de nos concitoyens se disent sans doute « Ah ben si on supprime l'AME, on arrêtera de soigner ces personnes qui sont en France sous des statuts de migrants plus ou moins réguliers, et ça fera des économies pour le système. » Mais pas du tout. Pas du tout. Au-delà du fait que c'est d'abord un engagement humain,
et que c'est encore une fois notre honneur de soigner chacun, sans regarder son statut, sans regarder d'où vient la personne. C'est pas vrai qu'on arrêtera de soigner ces personnes, ça a été très bien dit. On les soignera simplement plus tard, davantage en urgence et sur des pathologies plus avancées. Donc la suppression de l'AME, disons-le aux Français, c'est plus de dépenses pour l'assurance maladie et plus de stress pour les soignants. Et puis, l'hôpital public, c'est aussi la garantie que les autres acteurs du système fonctionnent bien. Le premier recours, la ville, et je reviendrai sur le rapport à la ville, a un rôle évidemment spécifique de soins au quotidien, de suivi au long cours, des patients, mais justement, la médecine de ville accompagne aussi les personnes quand elles ne sont pas malades. Un rôle de prévention, de suivi des familles, etc. Mais le premier recours a besoin d'un hôpital public solide, et moi je reprends là-dessus les mots du président de la CPTS de chez moi, qui me disait, c'était un cri du cœur de sa part, mais nous, soignants de ville, nous, médecins de ville, on a absolument besoin d'un second recours solide, on a besoin que l'hôpital soit là, en rideau défensif derrière, pour parler comme un rugbyman. Nos partenaires, nos voisins, je ne vais pas utiliser le mot concurrent, mais du privé. L'hospitalisation privée existe, mais ça a été dit aussi. Les hôpitaux privés, les cliniques, ont cette différence fondamentale avec l'hôpital public, et qui n'est sans doute pas assez prise en compte dans la manière dont nous sommes financés, que l'hôpital privé peut se permettre de choisir et ses spécialités, et ses actes techniques, et ses patients. Certes, l'hôpital privé, régulièrement, nous tire des épines du pied quand nous avons des difficultés dans nos propres urgences. Des partenariats, et ne serait-ce que chez moi, il y a un partenariat sur l'imagerie médicale, on sait travailler au quotidien ensemble. Sauf qu'à un moment donné, il y a ceux qui peuvent choisir, et ceux qui ne choisiront jamais. Et ça, c'est une différence. Alors, défendre l'hôpital public, c'est aussi reconnaître qu'aujourd'hui, il connaît un certain nombre de difficultés importantes. Sans remonter forcément jusqu'à 20 ans, et encore on pourrait le faire, parce qu'il y a 20 ans justement, cette question de la fin de la permanence des soins en ville, on en sent pleinement les effets aujourd'hui, et heureusement, elle commence à être remise en cause, réinterrogée. 20 ans, c'était aussi le passage à la T2A, et c'est aujourd'hui quelque chose, et c'est une bonne chose, qui commence à être remis en cause aujourd'hui. Disons-le d'ailleurs, je m'arrête un instant sur cette question des finances, parce que c'est d'abord par la lecture de nos comptes de résultats que nous voyons les difficultés de nos hôpitaux. Ça a été un peu dit, je crois, par Rémi. Les difficultés financières de nos hôpitaux sont en partie construites. On n'est pas juste sur un marché totalement libre où nous fixons des prix libres face à des clients libres. Nous avons un seul financeur, qui est l'assurance maladie, et les tarifs que choisit d'appliquer l'assurance maladie définissent, ou pas, nos déficits et nos excédents. Il y a une construction collective, une construction administrative des déficits des hôpitaux, et à un moment donné, ce sujet-là, il faudra le mettre sur la table. Mettre aussi sur la table peut-être également, et là-dessus, moi, c'est quelque chose auquel je tiens, le fait que nous devons être capables, demain, puisqu'on va repenser complètement le financement des hôpitaux, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question d'accompagner les efforts vertueux que pourront faire les hôpitaux publics pour moins mais mieux soigner. Entendons-nous. Aujourd'hui, en réalité, c'est un fait, dans nos hôpitaux, si nous voulons tenir nos comptes administratifs, si nous voulons éviter les déficits, nous devons soigner, faire des actes. C'est parfois une sorte de course à l'acte qui nous est imposée. Mais si demain nous travaillons sur la responsabilité populationnelle, j'y reviendrai, sur les hospitalisations non programmées, sur la réduction des entrées aux urgences, si nous arrivons à ce que des personnes prises en charge tôt puissent être suivies simplement sur le plan médical, mais pas forcément chirurgical, si nous dégonflons une part d'activité qui se traduit par un meilleur bien-être de la population, mais que derrière, ça pénalise lourdement nos comptes de résultats, alors ça ne va pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra travailler. Comment est-ce qu'au niveau d'un territoire, on peut soigner mieux, prévenir mieux, et que d'abord les acteurs locaux s'y retrouvent, et que ça se traduise par plus d'opportunités pour faire de la recherche, pour faire de la formation, pour faire de l'innovation, pour laisser respirer les équipes, et pas simplement une pénalisation immédiate de l'hôpital sur ses recettes. Il va falloir parler également de la crise d'attractivité. Ça a été dit, et je crois que c'est Zied qui a rebondi dessus, sur le fait que une des réponses à la difficulté de nos hôpitaux, ça n'est pas cette exigence permanente à l'efficience. Je suis convaincu que les directrices et directeurs gèrent leurs hôpitaux avec efficience. Évidemment, et là c'est le maire qui parle, quand on gère, il y a toujours des choses à aller chercher, il y a toujours à aller gratter ici dans tel service, à gauche, à droite, c'est un effort qu'on fait en permanence. Mais se dire, on va régler le problème des hôpitaux par un cercle vicieux mortifère de toujours compresser les équipes, toujours compresser les dépenses, toujours faire travailler nos équipes en flux tendu, c'est un mauvais choix.
On a besoin justement de créer de l'activité, et pour ça on a besoin des personnels à tous les étages. On a besoin que nos médecins ne s'enfuient pas vers le privé, chercher des rémunérations parfois 2, 3, 4 fois plus élevées. On a besoin que nos infirmiers, infirmières, nos aides-soignants, nos personnels techniques ne s'épuisent pas à la tâche. Et là-dessus, l'État doit être à nos côtés, les ARS doivent être à nos côtés, surtout dans un moment où les attentes, et vous l'avez dit, chère Martine, les attentes des jeunes générations changent. Ça ne veut pas dire qu'ils seront moins impliqués, mais ça veut dire qu'ils veulent travailler différemment. Et ça, il faut le prendre en compte, s'appuyer aussi peut-être sur les compétences différentes et les manières de faire différentes qu'ils sont capables de nous apporter. Défendre l'hôpital, pardonnez-moi d'utiliser peut-être une phrase un peu grandiloquente, c'est enfin et aussi défendre la République. Mais je ne le dis pas comme ça, comme un mot creux. Je le dis comme un maire qui voit les gens venir dans sa permanence et lui dire « moi, je ne sais plus me soigner. Moi, j'ai ma maman, mon papa qui a telle pathologie et j'ai peur d'une perte de chance. » Les gens ne nous le disent pas comme ça, ce n'est pas forcément ces termes-là qu'ils disent, mais c'est ça qu'ils veulent nous faire passer comme message. Je le dis comme maire qui, et ce sera encore le cas en novembre prochain, au congrès de l'AMF, puisque j'ai la chance d'être aussi vice-président de cette belle association en charge de la santé, j'entendrai de nouveau tous mes collègues s'inquiéter de la fermeture d'hôpitaux de proximité, s'inquiéter de la disparition d'acteurs de ville qui fragilisent tout le système, s'inquiéter simplement de la capacité de leurs concitoyens à juste être soignés normalement. Et je veux insister là-dessus. Quand à un moment donné, un pays n'est plus capable d'assurer le même niveau de soins à toute sa population, quelle que soit leur histoire, leur niveau de richesse, leur appartenance culturelle, leur âge ou leur lieu d'habitation, alors c'est la promesse républicaine elle-même qui est mise en danger. Et je ne le dis pas de manière neutre, parce que je pense qu'à un moment donné, un État qui ne sait plus faire ce travail-là perd peu à peu, silencieusement, sa légitimité. Alors comment défendre notre hôpital ? Je vais déjà m'appuyer sur, au fond, ce travail qui vient de nous être présenté. Cette stratégie de groupe qui a été l'initiative de Rémi Pauvros et du conseil d'administration sortant. Je crois que nous avons besoin de travailler ensemble, de nous serrer les coudes et de considérer d'abord non pas nos hôpitaux comme des entités chacun sur son territoire, mais comme un collectif. Ce n'est pas toujours facile, ça se construit au quotidien, mais je vais encore utiliser le mot de partenaire, parce que comme Rémi, je suis gentil, nos partenaires du privé savent très bien le faire, et le font, et savent parler d'une seule voix, à l'échelle de chacune des entreprises, et même à l'échelle de toute l'hospitalisation privée. Je crois que quand il y a des désaccords entre eux, nous ne le savons pas à l'extérieur, eux les règles, et le discours commun derrière est unanime. J'hésitais à utiliser l'expression « chasser en meute », je vais plutôt parler de travailler à la bretonne, puisque je sais que les élus le savent bien, dans cette région là-bas, en général, les élus savent se regrouper, et tous les gouvernements, d'ailleurs, ont toujours un peu peur d'affronter les Bretons, parce que vous avez le président de région, le président de département, les grands élus des grandes agglomérations qui sont là tous ensemble pour porter le même message. Eh bien, travaillons la bretonne et faisons ce travail entre nous. Je pense d'ailleurs qu'il faudra associer à cette réflexion, à ces travaux, à ce lobbying, pardonnez-moi du terme, les élus qui s'intéressent aux questions de santé. Moi, j'ai envie, et ça fait partie des propositions que je vous fais, de mettre en place des groupes de travail ou des groupes d'échange avec les parlementaires des commissions des affaires sociales, de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour les acculturer, avec les présidents de conseils de surveillance. C'est un président de conseil de surveillance qui vous parle, donc je peux vous dire qu'un certain nombre de mes collègues sont à la fois très enthousiastes sur la santé et parfois peu connaisseurs de tous les rouages du système. Il faut les emmener avec nous. Marie-Christine Stagnac-Wavran était là tout à l'heure et me parlait des villes santé OMS. Il y a un certain nombre de villes qui ont pris des engagements là-dessus, qui ont envie de travailler sur le sujet de la santé. Il faut les embarquer, il faut travailler avec elles. Et ça veut dire derrière continuer à monter en puissance sur la qualité de notre communication, qui est déjà remarquable, et c'est l'occasion pour une première fois de saluer le travail des équipes, mais peut-être avec des documents encore plus courts, avec de l'infographie, des documents qui prémâchent le travail et qui donnent des arguments tout écrits, tout prêts à reprendre aux parlementaires, aux élus locaux, à tous ceux qui voudront travailler avec nous et soutenir nos demandes. Un mot sur un autre axe que j'ai déjà évoqué, celui du lien ville-hôpital. Et je crois que, voilà, Arnaud Robinet est parti, il nous a quittés, mais il l'a dit lui-même, la ville a besoin de l'hôpital a besoin de la ville. Pourquoi d'ailleurs ? C'est une suggestion,
que je ferai au conseil d'administration, on pourra en parler collectivement, ne pas intégrer dans notre conseil d'administration, au sein des personnalités qualifiées, des représentants de certaines CPTS. Et là-dessus, moi, je me tourne vers les directrices et directeurs ou présidents de CME qui me diront, moi, dans mon territoire, il y a une CPTS avec qui je travaille bien, avec qui le contact est bon, et pourquoi pas aller chercher ces personnes-là et avoir des relais dans la médecine de ville par ce biais. Travailler aussi sur ce sujet de la responsabilité populationnelle. Alors là, j'en parle d'autant plus volontiers qu'il y a un territoire, je sais, je me tourne vers Nicolas Salvic, le Valenciennois s'y intéresse aussi fortement aujourd'hui, et je m'en réjouis, mais le Douaisis est aujourd'hui pionnier sur la responsabilité populationnelle. Je m'aperçois que nous arriverons à passer des étapes si nous sortons d'un côté très hospitalo-centré sur ce sujet pour aller chercher la ville. Je m'aperçois que les médecins de ville chez moi regardent ce sujet avec ambivalence en se disant « c'est quand même un truc des hospitaliers, est-ce qu'il faut qu'on aille dedans ?» Mais oui, il faut qu'ils y aillent, il faut qu'on leur donne les clés en partie, il faut qu'on bosse ensemble sur ce sujet, parce que la prévention, c'est leur boulot. Et au fond, je suis très partisan pour ma part d'une gouvernance de territoire à l'échelle des bassins de vie où la ville, l'hôpital, mais aussi le médico-social, mais aussi les PMI se parlent à une échelle qui est celle des bassins de vie. Je ne suis pas très fan, je l'ai déjà dit, des GHT qui... ils existent, on va travailler avec, il n'y a pas de souci, mais qui sur certains sujets comme les achats groupés ou comme les systèmes d'information sont trop petits. Les GHT sont trop petits aussi quand on parle de répartir des postes partagés entre CHU et hôpitaux, quand on parle de répartition des internes et des surspécialités. Ça se réfléchit à une échelle régionale ou au moins autour d'un CHU. Et inversement, les GHT sont trop gros quand justement on veut organiser tous les acteurs, l'ensemble des acteurs, et pas seulement hospitaliers, à l'échelle d'un bassin de vie. Autre sujet et autres partenaires possibles, je ferai court là-dessus aussi, mais ça me paraît important quand on parle d'attractivité des métiers de la santé, travailler avec l'éducation nationale. Travailler avec l'éducation nationale parce que, à la fois aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup de jeunes qui rentrent dans les formations médicales par Parcoursup sans trop savoir à quoi s'attendre et qui finalement ne rentrent pas tout simplement, qu'on ne voit pas arriver dans nos écoles d'infirmières ou même dans les formations de médecins. Et je pense qu'il y en a d'autres qu'on aurait pu attirer, qui auraient pu avoir cette vocation, qui n'ont pas compris et qui n'ont pas candidaté sur nos métiers. Il y a un vrai travail à faire là-dessus, peut-être éventuellement en allant même construire des spécialités ou des options, je ne sais pas comment ça s'appelle, en terminale, pour des jeunes qui voudraient commencer à se frotter, à s'acculturer au métier de la santé, en commençant peut-être par les territoires les plus éloignés des métropoles, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, notamment chez les médecins, c'est d'abord dans les métropoles qu'on va recruter les étudiants, et que c'est ensuite dans les métropoles, d'ailleurs, qu'ils ont envie de travailler. Et à l'autre bout de la chaîne, puisqu'on parle d'éducation nationale, beaucoup plus tardivement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur l'accompagnement de nos jeunes internes au moment du passage de doctorat et de la recherche. J'ai appris il y a quelques jours que l'AP-HP à Paris mettait en place un institut qui va regrouper des spécialistes et des chercheurs, mais pas seulement des chercheurs en médecine, aussi des chercheurs en sociologie, en économie, etc., pour renforcer les thèses de nos jeunes médecins, s'inspirer de cette expérience qui est encore en esquisse à l'AP-HP pour dupliquer ce modèle dans les Hauts-de-France. Moi, je trouve que ce serait une idée intéressante. Je ne veux pas oublier, avant de conclure, de dire un mot de la psychiatrie. Et dans nos instances, je l'ai vu dans les statuts, on ne l'oublie nulle part. Il est important que les EPSM aient leur place. Et puis, le Premier ministre a annoncé la psychiatrie comme le grand enjeu, le grand chantier, le grand dossier de l'année 2025. Chiche, tant mieux. C'est un sujet dont nous avons besoin de parler. Et c'est pas pour rien que j'ai demandé que ce soit le sujet de la table ronde sur la santé à l'Association des maires de France en novembre. Nous, maires, nous le voyons souvent par l'angle soit de l'isolement social, soit des troubles à l'ordre public. Ça ne saurait absolument pas résumer la question de la santé mentale, qui va beaucoup plus loin que ça, et on est d'abord là pour soigner. Mais même les maires aujourd'hui identifient qu'il y a un sujet sur la santé mentale. Et nous avons besoin aujourd'hui de poser ce sujet sur la table. Nous devons évidemment aussi travailler, et ça a été dit à plusieurs reprises, sur nos établissements médico-sociaux. Là encore, je le redis, les déficits sont souvent construits. C'est un peu plus compliqué ici parce qu'il y a les départements qui rentrent dans l'équation. Et nous devons poursuivre, parce que ce dialogue est évidemment ouvert, cher Rémi, poursuivre le dialogue avec les départements, les aider peut-être aussi à défendre leurs propres demandes auprès de l'État. C'est pas seulement une question de chiffres. C'est pas seulement une question de chiffres. D'une certaine manière, c'est une question de chiffres si on regarde que la population des personnes de plus de 65 ans
va augmenter de 65% pratiquement dans notre région d'ici 2040, en réalité entre 2018 et 2040. Donc c'est une explosion de ce nombre. Nous sommes face à un enjeu massif, et tant mieux, mon Dieu, si la population vieillit. Moi, je nous souhaite à tous de vivre un âge avancé. Mais nos EHPAD sont-ils aujourd'hui prêts à accueillir cette vague? Je rappelle que dans les EHPAD, moi c'est un chiffre qu'une directrice me donnait, on entre à peu près à l'âge de 85 ans. Et c'est d'ailleurs l'effet, et tant mieux, du maintien à domicile le plus tardif possible. Mais donc nos EHPAD aujourd'hui accueillent des gens plutôt très âgés et des gens plutôt avec un niveau d'autonomie très faible. On doit aller d'ailleurs, je pense, à terme dans nos EHPAD vers le 1 pour 1. Nos taux d'encadrement sont déjà insuffisants et même avec ce taux d'encadrement aujourd'hui, on n'arrive plus à les financer. C'est un enjeu majeur et quand je disais que ce n'est pas uniquement un enjeu de chiffres, il y va de questions de souffrance au travail des agents des EHPAD et de risque de maltraitance sur les personnes accueillies, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, quand vous avez une jeune aide-soignante débutante qui se retrouve à faire trop de toilettes à la fois sous la pression, tous les dérapages sont possibles, et nous voyons d'ailleurs que la presse, et tant mieux, commence à s'intéresser à ce qui se passe à la fois dans les EHPAD et dans les crèches, et ça va continuer. Alors là-dessus, ce chantier-là est aussi devant nous. Je veux dire un mot enfin, mon papier étant un peu en bazar, je vais être sûr de rien avoir oublié, mais je crois que ce n'est pas le cas, et de toute façon j'ai parlé déjà assez longuement. Du chantier qui nous attend. Un chantier urgent, et là-dessus je me tourne vers Ziad Code, dont j'apprécie pas seulement la faconde, la jovialité, mais aussi la grande connaissance du système, la grande compréhension des personnes, des acteurs, parce que je pense que tu as aussi une grande intelligence humaine, Ziad, et l'énorme investissement dans les travaux de l'Axos, qui donne certes un avis, mais un avis qui est suivi, un avis qui est entendu, qui est écouté. Nous avons devant nous, d'ici fin 2025, 1600 autorisations à renouveler. Alors, toutes ne sont pas des enjeux majeurs. On va se le dire, il y a des autorisations qui sont assez automatiques et qui sont à peu près gagnées d'avance. Mais certaines, je pense que c'est quelques dizaines sur lesquelles il faut se pencher, il faut se battre. Et il y aura des arbitrages. Et le DGRS nous l'a dit tout à l'heure, il y aura des arbitrages. Il ne pourra pas dire oui à tout le monde et il ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Et je crois qu'il faut aller au charbon. Alors, je l'ai dit aussi, ce sera notre responsabilité que chaque dossier que nous allons défendre, on y croit. On les bossé ensemble, on les défendu. Si nous considérons ensemble ici qu'un dossier est fragile, peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir porter les efforts sur autre chose. Mais si nous considérons ensemble qu'un dossier est solide et qu'il faut y aller, alors comptez sur moi, j'irai, comptez sur Ziad, je sais qu'il ne lâchera pas le morceau. Et nous devrons apporter ces arbitrages parce que ce n'est pas juste une question de chiffre d'affaires et d'un peu plus de dividendes pour les actionnaires, c'est parfois une question de fragilisation ou de pérennité d'un établissement public qui, parfois dans son territoire, est le socle de tout un système local. Et je terminerai là-dessus justement en disant que cette question de l'Axos et des autorisations est un bon exemple de ce que doit être la FHF régionale. Elle doit être un partenaire constructif, positif, mais un partenaire ferme et déterminé de l'ARS. Nous devons savoir être d'accord et le dire, mais nous devons savoir aussi exprimer tranquillement des désaccords et les porter fermement quand c'est nécessaire dans l'intérêt général. Parce que notre vocation, la première vocation, c'est celle du service public, et chacun de ces deux mots est important. Nous sommes au service du public, c'est notre valeur, c'est notre honneur, et c'est ce qu'avec vous, je défendrai, avec vous et avec nos équipes. Je termine là-dessus, un hommage très mérité a été rendu à Carmen et à toute l'équipe qui est derrière. Nous avons la chance d'avoir une équipe numériquement et qualitativement remarquable. Avec toi, Carmen, avec nos équipes, avec vous tous, je défendrai bec et ongle cette belle valeur de service public hospitalier. Merci.